C'est au débat de ce club, débat consacré au Beauvau de la sécurité. Après plusieurs mois de travaux, Emmanuel Macron se rend donc ce matin à Roubaix pour en présenter les conclusions. Parmi les annonces, un contrôle externe des forces de l'ordre dans lequel les parlementaires vont jouer un rôle important. Et pour en parler justement, on accueille l'un des spécialistes de ces questions ici au Sénat. Bonjour Louis Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir rejoints. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie. Avant de commencer ce débat, messieurs, on a beaucoup entendu parler de ce Beauvau depuis quelques mois. Mais Alex, rappelez-nous, en quoi a-t-il consisté exactement? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir 10 mois en arrière. On est au début de l'hiver 2020. On est en plein dans les manifestations contre la loi sécurité globale, et notamment pour la liberté de filmer les policiers. Et puis, on est aussi en plein dans l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique qui a été passé à tabac par des policiers à son domicile et qui s'est dit victime d'insultes racistes. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron décide de réagir. Il livre une interview à la plateforme Brut et le président de la République reconnaît qu'il y a, il y a des contrôles aux faciès de la part des policiers et qu'il faut lutter contre ces contrôles aux faciès. Et ces propos d'Emmanuel Macron, ils ont mis en furie les syndicats de police qui ont menacé de faire la grève des contrôles d'identité. Alors pour rattraper le coup, Emmanuel Macron a accepté d'organiser une grande concertation avec les acteurs de la sécurité pour améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre. C'est le fameux Beauvau de la sécurité. Il y a eu des tables rondes dans les régions et sur plusieurs thèmes comme la formation, le contrôle de l'action des forces de l'ordre, le lien entre la police et la population ou alors la captation vidéo, également un thème qui vous est cher, Loïc Hervé. Et puis il y a un thème important, c'est les relations entre la police et la justice, car les policiers, les syndicats de police en tout cas, estiment que la réponse judiciaire aux violences contre les policiers, cette réponse, elle est trop laxiste. On va écouter un syndicaliste qui a pris la parole dans le cadre de ce Beauvau de la sécurité. Parlons vrai, parlons chiffres et parlons aussi des vrais chiffres parce que moi je vais vous parler donc du rapport du Sénat. On risque 3 ans de prison ferme quand on agresse un policier et on est en quantum moyen ferme de 5,8 mois. Si là on ne peut pas appeler un chat, que ça vous déplaise ou pas, notamment une certaine clémence de la justice. Une justice trop clémente sur les violences contre les policiers. Écoutez dans cet échange la réponse du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ne s'est pas fait attendre. Taux de réponse pénale en 2019 sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique s'élève à 95% contre 84,5% pour les autres violences. Mais moi, le procès du laxisme ne peut pas m'être fait car je redis que je veux virer le rappel à la loi, le remplacer. Je veux alourdir un certain nombre de peines, je l'ai dit. Peines qui concernent des infractions dont vous êtes les victimes. Je n'ai pas la main qui tremble, moi, là-dessus, monsieur. Et voilà, et donc Emmanuel Macron doit annoncer les conclusions de cette grande concertation ce matin à Roubaix avec quelques mesures qui sont déjà évoquées et notamment la création d'un contrôle parlementaire de l'action des forces de l'ordre ou alors sur la formation, l'Académie de police de Montpellier servira à décloisonner tous les corps de police. Et puis Emmanuel Macron pourrait également s'adresser aux élus, aux collectivités locales pour leur demander de développer la vidéoprotection, des mesures qui pourraient être incluses dans une loi de programmation et d'orientation de la sécurité intérieure, mais qui sera mise en vigueur pas dans ce quinquennat, dans un éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron s'il est réélu. Ça veut dire que ce matin, on est déjà dans la campagne présidentielle. Et merci beaucoup Alex, merci pour ce point. On y voit plus clair pour débuter ce débat. C'est jour de conclusion de ce Beauvau de la sécurité. Loïc Hervé, d'abord, est-ce que pour vous il a été utile ce Beauvau ? Il est toujours utile de faire rencontrer les personnes, surtout sur une méthodologie de plusieurs mois qui a permis d'avoir des tables rondes de rencontres au sein de ces différentes institutions du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense que c'était nécessaire. Maintenant, on est en train de commenter des annonces qui n'ont pas encore été faites par le président de la République, donc c'est extrêmement difficile, en tout cas pour moi, d'avoir un jugement, y compris sur cette question du contrôle parlementaire. Oui, qui semble être quand même l'une des annonces. On va évidemment parler au conditionnel, mais ça semble quand même en bonne voie. Oui, mais on va vers quoi? On va vers une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire vers quelque chose dans lequel siègent des parlementaires qui permettent d'avoir une forme de contrôle. Est-ce qu'on est sur la doctrine ou est-ce qu'on est sur des cas concrets? Est-ce qu'on est sur une délégation parlementaire comme on l'a pour le renseignement ? Une délégation parlementaire, comme c'est le cas pour le renseignement, une délégation parlementaire permanente. Est-ce que ça vous semble la bonne méthode, si c'est confirmé ? Le Parlement contrôle l'action du gouvernement, contrôle l'exécutif et contrôle parfois les excès de l'exécutif. C'est pas pour rien que le Parlement a joué un rôle dans l'affaire Benalla, par exemple, ou dans un certain nombre de commissions d'enquête parlementaire. Je m'interroge sur la structuration de la chose. Parce que mettre les parlementaires comme dans la délégation parlementaire au renseignement, où ils peuvent être dans une structure
assez confidentielle dans laquelle ils peuvent poser des questions, c'est très bien. Là, j'ai l'impression que c'est pour renouer la confiance qui serait distendue entre les forces de sécurité d'une part et les Français d'autre part. C'était le but du Beauvau de la sécurité. Si tel était le cas, il faut que ce soit une délégation dont les travaux soient publics et dont la capacité d'interpellation soit publique. Parce que si c'est simplement un cénacle extrêmement refermé, extrêmement confidentiel, alors à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il atteigne l'objectif voulu. Et encore une fois, Alexandre Poussard l'a rappelé, on est sur une fin de quinquennat, on est plutôt dans des annonces de l'ordre de la campagne de l'élection présidentielle, et ce n'est pas un reproche de ma part, mais une LOPSI, c'est plusieurs mois, voire années de travail. Parce que loi d'orientation de la sécurité. Oui, loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, qui est quelque chose de très intéressant, très important. On va revenir sur tout ça et sur le côté politique, mais d'abord sur les mesures qui pourraient être annoncées. On attend évidemment la confirmation, notamment cette délégation parlementaire. Est-ce qu'on est politiquement dans une sorte de en même temps, toujours Arnaud Gonzague? D'un côté, on répond à la demande d'une partie de l'opinion qui est de renforcer le contrôle sur les forces de l'ordre, et de l'autre, on ne se met pas à dos les syndicats de policiers en ne réformant pas l'IGPN. C'est ça. Le problème, c'est aussi le grand absent de cette réforme. Là, effectivement, le contrôle parlementaire, monsieur le sénateur a dit, il faut voir un peu quels sont les contours, mais c'est surtout qu'est-ce qui ne va pas changer, c'est-à-dire l'IGPN, dont on connaît les dysfonctionnements qui sont dénoncés depuis très longtemps, des policiers, donc la police des polices qui jugent d'autres policiers, qui sont toujours dans la dépendance du ministère de l'Intérieur pour leur carrière, etc., qui donc après vont retourner sur le terrain, n'ont pas forcément envie d'être très très audacieux dans leur recherche, dans leurs enquêtes, parce qu'après c'est très compliqué quand on est évidemment à l'intérieur de l'institution. Ça serait pareil pour les journalistes. Vraiment, je m'empresse de le dire, que si des journalistes devaient juger d'autres journalistes, il y aurait évidemment une clémence qui serait, on le sait, qui serait admise. Donc c'est pas propre à ce corps-là. On est dans le en même temps, et il y a quelque chose, moi, qui m'étonne quand même beaucoup dans toute cette histoire, c'est que la loi LOPSI, donc, elle va être jugée, elle va être votée au prochain quinquennat. Donc c'est vraiment une manière pour ce gouvernement de faire monter les enchères vis-à-vis des syndicats en disant, OK, vous voulez obtenir des choses, appelez à voter pour nous et vous aurez peut-être quelque chose. Moi, je trouve qu'on est quand même dans un tripatouillage presque électoraliste quand même. Vous aussi, vous le ressentez comme ça, Loïc Hervé ? Non, mais je pense que malheureusement, à partir de maintenant, toute prise de parole de l'exécutif sera interprétée comme étant de l'ordre de la campagne présidentielle, et que forcément, on se rejoint. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas conclure le Beauvau de la sécurité, et qu'est-ce qu'on met dans la balance? Moi, j'ai une question quand même, parce que la loi de sécurité globale qui a été votée ici et qui a été votée avec un accord entre les députés et les sénateurs, elle a été très largement censurée par le Conseil constitutionnel. J'en fais mon mea culpa parce que je suis un des rapporteurs ici, donc il y a des sujets à remettre sur la table. Il y avait eu de très mauvaises idées dans cette loi que le Sénat, sur lesquelles le Sénat s'est opposé, notamment la communication aux médias des images de police. Et vous savez que c'est le Sénat qui l'a arrêté, mais on a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas pu aller au bout, notamment je pense à tout le cadre juridique des drones. Je vois qu'on veut encore développer la vidéoprotection. Enfin, tous ces sujets-là sont des sujets inaboutis à l'échéance de ce quinquennat-là. Qu'il faut remettre sur la table avant la fin de ce quinquennat et pas attendre le quinquennat prochain. Je pense que, en tout cas, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de proposer le véhicule législatif qui permettra de résoudre ce que la proposition de loi n'a pas pu mettre en œuvre, y compris les expérimentations dans les polices municipales. Il y avait quand même des sujets qui étaient extrêmement intéressants. Donc oui, on est sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini tout à fait l'œuvre de la loi de sécurité globale, et on évoque déjà une loi de programmation et de sécurité intérieure pour le mandat prochain, parce que très clairement, d'ici le 15 février, on n'aura pas le temps d'adopter une telle loi. Donc voilà, moi je suis assez attentif de la parole présidentielle, puisqu'elle a dans notre pays une importance importante, a fortiori avec le président Macron, donc de voir comment il envisage les choses. Puisque vous parlez des polices municipales, on a évidemment parlé des parlementaires, puisque ce serait l'une des annonces de ce matin. On va parler des élus locaux, parce que les élus locaux, pendant tout ce Beauvau de la sécurité, ils ont demandé à être associés. Ils demandent toujours à être associés. Est-ce qu'ils sont entendus, les élus locaux, Romain ? Ça va être tout l'enjeu, parce qu'il y a eu un épisode assez marquant, c'était la loi sécurité globale, où il y avait une expérimentation pour les policiers municipaux de pouvoir dresser des procès-verbaux sur un certain nombre de missions habituellement de la police nationale. Je pense par exemple au trafic de stupéfiants, on parle les rodéos, les conduites sans permis. Enfin, il y avait tout un tas de missions qui étaient données aux policiers municipaux, et tout ça a été censuré. Et donc, il y a un vide pour les collectivités et pour les polices municipales sur cette question de comment rapprocher, c'est ce que demandent les élus, en tout cas beaucoup d'élus, les policiers
municipaux et les policiers nationaux. L'autre demande des collectivités, c'est d'être mieux informés. Les maires veulent par exemple, depuis un certain nombre de mois, même d'années, avoir accès aux fichiers S, avoir accès à être plus proche de la justice pour avoir accès aux personnalités dangereuses, on va dire, sur leur territoire. Tout ça, il y a beaucoup de critiques sur le manque d'information des élus locaux. Après, il y a toujours une difficulté pour savoir jusqu'où on peut les associer, dans quel cadre, comment garder un secret sur ces éléments-là. Et puis, il y a des demandes qui commencent à être régulières aussi sur la décentralisation des politiques de sécurité, où les élus aimeraient avoir davantage de prérogatives là-dessus. Et c'est toujours compliqué de ne pas faire une police municipale qui va remplacer des missions et des effectifs de police nationaux. Luc Hervé, vous voulez partager ces demandes? Est-ce que les élus locaux doivent être plus associés, ou est-ce que la sécurité, ça doit rester aux mains de l'État? C'est une question compliquée et la réponse, elle n'est pas aussi nette que ça. Dans la délinquance du quotidien, celle qui pourrit la vie des gens, évidemment le maire est aux premières loges, le maire et ses moyens. On évoque la question de la vidéoprotection. La vidéoprotection, elle est déployée en France par les collectivités locales. Les polices municipales, elles se sont développées, elles ont été armées, les policiers seront davantage formés aujourd'hui. Cette filière de la fonction publique territoriale, ce sont des agents territoriaux, ils sont évidemment très liés à des politiques publiques qui sont menées par les maires, par les intercommunalités dans notre pays. Donc on peut plus aujourd'hui nier le fait que les collectivités locales sont au premier rang dans la lutte contre la délinquance du quotidien. Néanmoins, là où il faut faire très attention, c'est ne pas développer des pouvoirs de police du maire et le bras armé du maire qui est la police municipale, qui viendrait empiéter trop sur ce qui est du régalien pur, qui sont les compétences de la police nationale et de la gendarmerie. Et ça, il faut l'avoir en tête. Il faut peut-être, dans la loi, être extrêmement clair sur des domaines de compétences. Peut-être que nous n'avons pas été assez, et c'est pour ça nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel. C'est vrai que les questions de lutte contre la délinquance dans les domaines de la drogue et des rodéos, etc., on était extrêmement borderline, enfin on n'était pas très clair. Donc là, il faudra qu'on le soit davantage dans une loi que le ministre devra annoncer, j'espère, le plus rapidement possible. Ce matin, qu'est-ce que vous attendez, vous, du chef de l'État? On parle de ce contrôle parlementaire, on parle d'un renforcement des moyens de la police. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Qu'est-ce qu'il doit annoncer pour que vous disiez ce Beauvau de la sécurité, il est réussi? Moi, je pense qu'il doit avoir une parole très claire vis-à-vis des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie. Le métier est devenu très compliqué. Ce sont des forces qui sont aujourd'hui fatiguées par la succession du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites, maintenant des manifestations contre le pass sanitaire et la vaccination tous les samedis. Et ce sont, pour les rencontrer souvent et pour être assez proche de ce milieu-là, parce que je m'intéresse, vous l'avez rappelé, à ces questions de sécurité depuis longtemps, je pense qu'il faut qu'il y ait un discours aussi qui soit un discours de confiance vis-à-vis des forces de l'ordre dans notre pays. C'est pas simplement des revendications catégorielles, c'est aussi la capacité de dire qu'il n'y a pas que des problèmes avec la police et la gendarmerie dans notre pays. Ce sont des belles carrières, ce sont des fonctionnaires qui sont dévoués. Il y a évidemment des cas dans lesquels il faut des sanctions, mais on ne peut pas être que sur le contrôle parlementaire, que sur la mise en cause de vraies problématiques sur le terrain. Je vous assure qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce que la corde ne rompe pas. On parlait de la loi de programmation et d'orientation de la sécurité intérieure qui pourrait être donc prise dans un éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais il y a une autre loi de sécurité intérieure qui arrive en ce moment au Parlement et qui pourrait être un véhicule législatif intéressant. C'est une loi baptisée de sécurité intérieure et sur la responsabilité pénale. Et là, pareil, c'est une sorte de melting pot sécuritaire où on reprend quelques mesures retoquées de la loi sécurité globale et on légifère aussi sur la responsabilité pénale. Vous savez l'affaire Sarah Halimi qui avait beaucoup choqué car le meurtrier avait été déclaré irresponsable pénalement alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Donc cette loi de sécurité intérieure qui va arriver à l'automne au Parlement, ça peut être aussi une manière pour Emmanuel Macron d'introduire quelques mesures sur la sécurité.
Et c'est Oui, cette loi mais que vous attendez pour finir bien le sûr, travail de la loi sécurité on globale. n'aura pas le choix. De toute façon, c'est le dernier véhicule législatif pour faire ça. On sera encore plus proche de la présidentielle qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on sera encore dans un débat qui sera... Ça veut dire très politique, on va en parler. Très politique, et avec toujours cet enjeu qui est évoqué, qui est l'enjeu de la censure constitutionnelle. Parce que tant qu'on ne modifie pas la Constitution sur un certain nombre de points, on est toujours très... c'est très compliqué pour nous d'avancer sur un plan législatif. Et puis ça va être compliqué pour le gouvernement de convaincre les élus locaux parce qu'on est sur des doctrines et des visions de la police municipale très différentes qui vont de certains maires assez marqués à gauche qui vont désarmer leur police municipale par exemple et faire plutôt une police de proximité même avec une police un peu plus sociale jusqu'à des maires comme Christian Estrosi très sécuritaires qui vont plutôt utiliser les drones, utiliser beaucoup la vidéoprotection. Donc on est sur des doctrines tellement différentes que trouver des mesures qui plaisent à l'ensemble de ces élus-là, ça va être compliqué à mon avis. Oui, on est sur une période évidemment très politique, difficile de ne pas y faire allusion. Le choix de Roubaix, Arnaud Gonzague, c'est un choix quoi? C'est un choix pro-Darmanin. C'est aussi un choix, un message à Xavier Bertrand qui est envoyé ce matin. Oui, on peut pas, évidemment, c'est difficile d'imaginer. Alors Roubaix, par ailleurs, c'est une ville qui est très pauvre, dans laquelle il y a beaucoup de tensions sociales. Donc la question de la sécurité à Roubaix n'est pas complètement illégitime. Après, on peut évidemment pas oublier le fait que ce sont les terres de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est celui qui, pour l'instant, en tout cas, il sera là d'ailleurs. Il dit ce matin dans le Figaro, il sera là par respect républicain, dit-il. C'est ça. Mais c'est surtout celui qui fait le plus peur pour l'instant à la majorité. Enfin, voilà, on sait bien que pour l'instant, il y a une crainte. Pourquoi il y a une crainte? Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron se dit que s'il est face à Marine Le Pen au second tour, il y aura un front républicain qui va jouer. Si c'est Xavier Bertrand, c'est plus compliqué. Et puis il y a d'autres choses. C'est que Xavier Bertrand, il est assez haut dans les sondages. Il a une image que n'arrive pas à avoir Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'être implanté dans les territoires. Emmanuel Macron a cette image comme ça très citadin, très citadine, des grandes villes, quoi. Et puis il a cette image un peu sociale face au président des riches, tout en ayant une espèce de forme d'autorité, qui est celle de son camp politique. Donc il a pas mal d'atouts qui font un peu peur à l'actuelle majorité. Ouais, Emmanuel Macron qui s'intéresse fortement ces derniers temps au sujet sécurité, c'est aussi une tentative de parler à votre électorat de la droite et du centre et d'essayer d'en capter une partie pour vous, Loïc Hervé. C'est une évidence que l'image du président de la République est pas assez marquée sur les sujets régaliens. Et en même temps, il aura nécessairement à avoir un discours de liberté. Parce que la fin la plus rapide possible de la crise sanitaire va être pour lui une période dans laquelle il va devoir aussi tenir ce discours-là. Comment est-ce qu'on sort de cette période de contrainte des libertés publiques? Donc c'est un jeu très compliqué d'avoir à la fois un discours régalien et à la fois un discours régalien pour dire que sur un certain nombre de problèmes que vivent les Français au quotidien et qui n'ont clairement pas été réglés, il faut agir, et en même temps, pour l'ensemble des Français, redonner des capacités de vivre normalement. Et c'est un jeu dans lequel la droite et le centre pourraient être perdants en captant une partie de votre électorat, puisque finalement c'était un des reproches qui était fait par votre électorat à Emmanuel Macron de ne pas s'intéresser assez au sujet régalien. Là, il essaye de pallier. Mais ça va bien au-delà. Quand on voit aujourd'hui dans les sondages la somme qu'on peut faire entre Marine Le Pen, Dupont-Aignan et Éric Zemmour, on voit bien qu'il y a quand même un tiers de l'électorat qui exprime, c'est comme ça qu'on peut le dire, moi j'ai un centriste qui parle, mais qui exprime quand même des préoccupations sur ces questions de sécurité en particulier, pas seulement, mais sur ces questions de sécurité en particulier. Et oui, clairement, dans le reste de l'électorat, ça reste aussi, quand vous regardez les études d'opinion, ça reste un sujet qui est un sujet important. Pour conclure ce débat, Arnaud, ça peut marcher, c'est ce message sécuritaire auprès de cet électorat, ou ça peut paraître comme électoraliste, ça arrive à quelques mois de la présidentielle? Là, c'est un journaliste de gauche, d'un journal de gauche qui va nous parler. Il espère très sincèrement que les thématiques régaliennes, comme on dit aujourd'hui, pour dire les thématiques de droite plutôt, vont aussi laisser place à d'autres thématiques très importantes. J'espère qu'on ne va pas totalement les oublier. Par exemple, l'écologie, par exemple, effectivement, le problème, le délit de faciès, par exemple, quand on parle des polices, parce que c'était aussi des promesses qui ont été faites par l'actuel président de la République. Et on en parlera bien sûr, et vous viendrez nous en reparler, Arnaud, de cette thématique. Bon, c'était pas le thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Loïc Hervé d'avoir été avec nous pour parler de ces questions de sécurité et de ce Beauvau de la sécurité, puisqu'on le rappelle, vous êtes l'un des spécialistes de ces sujets ici au Sénat. Merci beaucoup. Merci.